Kwe, bonjour. Hello everyone. Kwe, bonjour. Hello. Metalweliak. C'est Louise Todd Evans, responsable national des exportations autochtones à ODC. Au cours de l'heure qui vient, j'animerai ce qui promet d'être une discussion animée sur la création de solides partenariats commerciaux autochtones. Et les deux côtés de cette équation de partenariat sont inclus dans notre auditoire aujourd'hui. Nous avons d'un côté les fournisseurs autochtones et de l'autre les acheteurs des entreprises. J'aimerais tout d'abord souligner que nous parlons depuis le bureau d'ODC à Toronto, qui est le territoire traditionnel de nombreuses nations, dont les Mississauga de Credit, les Anishinaabe, les Chippewa, les Haudenosaunee et les Wendat, et qui abritent aujourd'hui de nombreuses Premières Nations inuites et métisses. Mais avant de vous présenter nos experts, je vais vous donner quelques chiffres pour préparer le terrain à la discussion d'aujourd'hui. 30 milliards de dollars, c'est la contribution des entreprises autochtones du PIB annuel du Canada. Un taux de croissance 5 fois supérieur. C'est la vitesse à laquelle l'entrepreneuriat autochtone dépasse les entreprises non autochtones. Ces chiffres indiquent une forte trajectoire de croissance, sans aucun doute. Mais si l'on y ajoute à cela le fait que les peuples autochtones constituent le segment de la population canadienne qui connaît la croissance la plus rapide, cela souligne l'importance de développer des partenariats significatifs qui donnent des résultats durables et mutuellement bénéfiques. Alors, que voulons-nous dire lorsqu'on parle de partenariats significatifs? Pour commencer, examinons les appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation. L'article 92, qui traite des entreprises et de la réconciliation, est particulièrement pertinent pour la discussion d'aujourd'hui. Demande aux entreprises canadiennes, et je cite, de s'engager à mener des consultations sérieuses, à établir des relations respectueuses et à obtenir le consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones avant d'entreprendre des projets de développement économique. En outre, il souligne la nécessité de veiller à ce que les peuples autochtones aient un accès équitable aux emplois, à la formation et aux possibilités d'éducation dans le secteur des entreprises, et à ce que les communautés autochtones tirent des avantages durables à long terme des projets de développement économique. Et je pense que nous pouvons dire que l'approvisionnement est implicite dans tout cela. Aussi, ce qui est important, c'est la stratégie nationale pour l'économie autochtone récemment diffusée, qui définit plus de 100 mesures pour soutenir la prospérité, la souveraineté financière et le développement économique. L'approvisionnement est un élément important de cette stratégie qui, entre autres objectifs, incite les entreprises canadiennes à investir à renforcer les capacités des entreprises autochtones et des économies des communautés locales. Après tout, en améliorant notre capacité à fournir les biens et services dont les entreprises ont besoin, nous sommes tous gagnants grâce aux résultats économiques mutuellement bénéfiques. Et ceci étant dit, présentons nos panélistes. Ils sont incroyablement expérimentés, visibles et ils sont impatients de partager leurs idées. Tout d'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Phil Ducharme, qui est le vice-président de l'entrepreneuriat et de l'approvisionnement du Conseil canadien pour le commerce autochtone. Ravi de vous revoir et bienvenue à notre webinaire. Merci, j'ai de participer avec Jason Nepal. Nous avons également avec nous Paul Langdon, qui est le responsable des initiatives stratégiques du groupe de développement Unuweg. Bonjour, ravi d'être ici, Todd, et de vous faire part de mes idées sur ce sujet très important. Et un accueil chaleureux à Jason Thompson, qui est le copropriétaire de Superior Strategies. Jason, c'est toujours intéressant de vous entendre. Il me fait honneur de faire partie de ce groupe et de changer avec mes collègues. Merci à tous les trois. Plutôt que de passer du temps à consulter leur CV détaillé, je vous invite à télécharger le document de référence dans le console du webinaire. Il contient des liens vers leur profil professionnel sur des organisations qui représentent. Il y a également des liens vers des ressources d'information qui, nous l'espérons, vous seront utiles dans vos efforts pour développer vos entreprises et vos partenariats. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un webinaire interactif, donc on aimerait avoir votre avis. Si vous avez une question à laquelle vous aimeriez qu'on réponde, envoyez-la via la console du webinaire. Nous avons réservé les 15 dernières minutes de notre programme pour une période de questions-réponses. Alors, allons-y. Philippe, on va commencer par vous. Pourriez-vous nous parler un petit peu du programme de certification des entreprises autochtones? Commencez par nous expliquer pourquoi il est important pour les entreprises autochtones d'être certifiées. Quelle est la valeur pour le fournisseur et l'acheteur dans cette équation commerciale? Merci à toi. Tout d'abord, j'aimerais souligner que je rejoins des territoires des Anishinaabe, des Chippewa, des Mississauga de Credit et des Wendat.
Et c'est la patrie maintenant d'autres Premières Nations. Nous avons mené un sondage auprès de nos membres et 82% des répondants ont indiqué qu'ils trouveraient de la valeur dans le programme de certification, selon lesquels la majorité de l'entreprise est la propriété autochtone. Et ça peut améliorer les résultats. Donc, Conseil a commencé le programme de certification, de désignation qu'on offre aux entreprises autochtones qui ont prouvé qu'ils sont à moins 51% de propriété des peuples autochtones. La certification est très importante pour assurer que les possibilités d'approvisionnement vont aller aux entreprises autochtones et non pas aux autochtones qui faussement se déclarent autochtones. Avec la croissance de l'économie autochtone et la volonté d'être plus inclusif, la certification est une assurance que les activités des entreprises sont en fait des entreprises autochtones. Par la certification, on a une valeur dans la chaîne. C'est une marque de commerce, de stratégie d'approvisionnement qui leur permet de voir des liens avec 1400 corporations qui se sont jointes avec l'engagement d'offrir des débouchés aux entreprises autochtones. Excellent, merci beaucoup. Je me demande si vous pourriez nous expliquer un petit peu plus. Qu'est-ce qui est impliqué dans le processus de certification et y a-t-il un coût à attacher à cela? Oui. Pour devenir certifié auprès de ce conseil, vous devez être membre. On a deux niveaux de membriété, membre autochtone et membre autochtone plus. C'est en fonction de la taille de votre organisation. Si vous avez moins de 20 employés, c'est 350 $. Si c'est plus que 20, c'est 1000 $. Lorsque vous devenez membre, pour être certifié, il n'y a pas d'autres coûts ajoutés. Mais les entreprises doivent nous fournir de la documentation pour démontrer la propriété, le contrôle. Donc, il y a des articles d'incorporation, le registre, les droits et les privilèges des actionnaires de l'entreprise. Et aussi, nous examinons la documentation qui démontre que la personne est reconnue en tant que membre d'un groupe autochtone, Première Nation, Inuit ou Métis. C'est un processus simple pour autant que vous ayez la documentation nécessaire. Ensuite, vous aurez le logo de certification en tant qu'entreprise autochtone. Merci beaucoup. Jason, votre entreprise a été certifiée par Conseil aussi. Quels sont les avantages selon vous? Et quels conseils donneriez-vous aux membres de notre auditoire qui songent à la certification? Tout d'abord, j'aimerais souligner que je me trouve sur le territoire des peuples Ravenson. Donc, c'est une Première Nation très fière. Nous valorisons le travail du Conseil, le travail fait pour promouvoir les entreprises autochtones. Je suis certifiée en tant qu'entreprise autochtone, Warrior Engineering et Warrior Supplies. C'est du travail, pas beaucoup, mais c'est vraiment valorisant de mon point de vue en tant qu'entreprise autochtone. Nous avons des imposteurs, malheureusement, qui veulent profiter de cette occasion. Selon moi, en tant qu'entreprise autochtone, c'est très intéressant. Il y a définitivement des avantages. Il y a des corporations plus grandes qui cherchent à faire affaire avec des entreprises autochtones. C'est important d'identifier cela. Je vais vous donner un petit peu d'historique. J'ai 40 employés, la majorité sont autochtones et femmes, des femmes autochtones. Et vivent vraiment l'inclusivité au quotidien. Le travail de l'inclusion, c'est du travail. Ce n'est pas un don, ce n'est pas gratuit, c'est du travail important. On a besoin de personnes qui sont engagées. J'ai la déclaration de Jody Raven-Wilson, plutôt cette année, qui nous a dit, lorsqu'on parle d'inclusion, soit on est en plein là-dedans ou on ne l'est pas du tout. Il faut le faire du point de vue des Autochtones. C'est une valeur que les organisations apprécient et c'est vraiment
C'était vraiment une valeur ajoutée, un avantage pour nous. Je, je prends la parole aussi. Je ne parle pas seulement au nom de mon entreprise, mais aussi au nom d'autres propriétaires. Nous avons vécu ces difficultés, ces défis. Et j'aimerais aider les autres à apprendre. Donc, c'est vraiment tout à propos de l'apprentissage. Oui, je suivais un petit peu votre entreprise. C'est très impressionnant ce que vous avez été en mesure de faire avec votre épouse et copropriétaire. Alors, maintenant à vous, Paul. Changeons de sujet un petit peu. Du point de vue de l'approvisionnement, quels sont les avantages d'un partenariat avec une entreprise autochtone? Oui, moi aussi, je tiens à souligner que je me trouve sur le territoire ancestral, ancédé des Mi'kmaq. Les débouchés sont importants. On essaie vraiment de miser là-dessus, encourager nos entreprises et nos collectivités à en tirer profit aussi. Il y a plein d'avantages de partenariat avec les entreprises autochtones, notamment un partenaire, un partenaire volontaire. Et aussi, il faut répondre aux exigences de la chaîne d'approvisionnement gouvernementale. Mais le secteur privé qui a des activités et qui travaille avec les groupes autochtones au Canada, que ce soit l'extraction des ressources ou dans d'autres domaines, il y a un avantage à avoir des partenariats solides avec les groupes autochtones. Il y a tout un éventail d'avantages. La main-d'œuvre en fait partie, mais aussi des possibilités de chaîne d'approvisionnement qui seront durables. Alors, on veut bien répondre à toutes vos demandes à ce sujet. Je sais qu'historiquement, beaucoup de corporations regardent la participation à l'approvisionnement autochtone quelque chose qui est souhaitable, mais en fait, c'est essentiel d'avoir cette pleine participation. Philippe, nous avons entendu parler des problèmes concernant le processus d'appel d'offres et les exigences en matière de soumission, et notamment en ce qui concerne la taille des contrats. D'après votre expérience, que peuvent faire les grandes entreprises pour rendre leur programme d'approvisionnement plus accessible aux fournisseurs autochtones? Il y a différentes choses dont les entreprises pourraient le faire, mais la façon la plus efficace, c'est justement de dialoguer avec la communauté autochtone pour savoir où on se cadre exactement dans cette chaîne d'approvisionnement et ce qui est nécessaire pour que ces entreprises puissent justement soumissionner. Si vous regardez l'approvisionnement et les appels d'offres, les corporations et surtout le gouvernement fédéral devraient se pencher sur la quantité de travail nécessaire pour répondre à l'appel d'offres. Donc, il faudrait que ça corresponde. Par exemple, un contrat de 20 000 $ nécessite tout autant de travail qu'un contrat de 10 millions de dollars. Et les petites entreprises autochtones n'ont pas la capacité de soumissionner. Il y a tellement de paperasse. Donc, il faudrait vraiment en tenir compte. Aussi, décortiquer les contrats. Si l'exigence est énorme, il n'y a peut-être pas des entreprises autochtones qui pourraient répondre. Mais on pourrait peut-être le faire autrement pour que les entreprises autochtones puissent soumissionner. Des obligations, par exemple. Comment est-ce qu'on peut travailler avec nos entreprises pour qu'elles puissent surmonter ce problème? Il y a différents problèmes comme celui-ci. Il y a plusieurs façons. Encore une fois, il faut parler aux entreprises pour savoir quelles sont leurs difficultés, qu'est-ce qu'elles ont besoin pour surmonter ces difficultés et pouvoir soumissionner. Ce sont d'excellents conseils. Alors, Paul, si vous examinez ces problèmes d'approvisionnement, est-ce qu'il y a des protocoles autochtones spécifiques à respecter que les entreprises non autochtones devraient connaître? Oui, ça fait partie du processus d'engagement. Quelles sont les ententes de partenariat? Mais chaque collectivité ou Première Nation a son propre protocole. Il y en a qui sont plus traditionnels que d'autres.
Différentes tribus, différentes nations ont de différents protocoles. Le meilleur conseil serait de contacter les collectivités pour avoir la bonne information et les données. C'est comme un examen du marché. Si vous allez vendre au japonais, vous aimeriez aussi connaître leur protocole. C'est la même chose ici. Il faut commencer un processus de collaboration, d'engagement, et les partenaires autochtones seront très accueillants. Ils seront prêts à vous faire part de leurs informations. Le meilleur conseil serait d'avoir un bon processus de collaboration, de consulter et prévenir la collectivité et faire des suivis. J'aime bien, Paul, votre analogie. Vous comprenez les protocoles dans les marchés étrangers, par exemple, en comparant avec la vente au Japon. Et puis, vous avez toute une liste incroyable de clients. Pourriez-vous nous parler un petit peu des relations solides que vous avez? Oui, on a eu la chance. La COVID a définitivement été presque un avantage pour nous. On n'a pas eu l'occasion d'envoyer des devis. On avait des listes de vendeurs, mais on n'avait pas d'occasion de soumettre des devis. Le fait que nous avons pu trouver des produits à une période difficile, à un moment où d'autres ne pouvaient pas le faire, c'était vraiment ça, on disait long, en tant qu'entreprise autochtone. Mais pour rebondir à ce que tu as dit, il y a beaucoup de difficultés. Il y a différentes plateformes pour les soumissions, Ariba ou autres. Si vous n'avez pas accès aux capitaux, à l'expérience ou aux ressources, finalement, on va vous refuser. Vous allez être frustré par le processus. Nos gens ne sont pas anti-développement, ils sont anti-exclusion. Arrêtez de trouver des façons de nous exclure. Ça continue encore aujourd'hui. On est dans un projet où des sous-traitants essayent de nous exclure plutôt que de nous inclure. Nous, on veut travailler avec des autochtones, des fournisseurs, par exemple, de fournitures de bureaux. On vend c'est vraiment facile. On a des entreprises de génie qui sont à 100% autochtones. C'est vraiment simple. C'est pas sorcier. Il faut sortir sa tête du sable et comprendre la valeur que cela apporte à votre réseautage, à votre portée, à vos activités. On a souvent le stéréotype d'entreprise autochtone. Ce n'est pas un modèle unique. Vous serez agréablement surpris de voir qu'on est loin de ces stéréotypes. On n'a pas besoin de sauveurs. On ne veut pas des gens qui veulent sauver l'Indien, on cherche des partenaires. On est en croissance, comme vous avez dit, vous avez parlé de chiffres tout à l'heure. On est en croissance, on veut faire partie de ces projets. Sérieusement, nous sommes un allié, un partenaire. Et c'est ça la beauté là-dedans. Moi, je dois féliciter Hydro One, Power Generation, et ce qu'ils font. Moi, j'étais optimiste, mais ce que j'ai vu comme mouvement au Canada, c'était vraiment énorme. Et je félicite les efforts parce que c'est quelque chose qui s'est produit dans un très court laps de temps. J'aimerais, bon, ils continuent à travailler là-dessus. La majorité des bonnes entreprises vont venir vous chercher. Alors, continuez. Vous soulevez un bon point. Souvent, on me demande à EDC, on a des questions de nos clients qui me demandent quels sont les secteurs où il y a de la participation des entreprises autochtones. Il y a des préjugés erronés, en fait, mais c'est très diversifié, très dynamique comme groupe d'entreprises autochtones avec lesquelles nous travaillons. Paul, si vous permettez, oui, allez-y.
Ce qui me rend dingue, et je déteste l'entendre, c'est qu'on me dise on va vous appeler lorsqu'il y aura un projet. Ne me dites pas ça. Vous avez des activités tous les jours. Ne m'appelez pas lorsque vous avez un projet. Si moi j'invitais mon épouse à dîner seulement lors de nos anniversaires, je ne serais pas mariée 26 ans. C'est un partenariat d'affaires. On cherche à faire des choses ensemble et pas lorsque j'ai besoin de toi. Ça, c'est pas un partenariat. Excellente réponse. Alors, Paul, quel est votre point de vue à ce sujet? Nous savons qu'il est essentiel de renforcer les capacités pour pouvoir décrocher des contrats plus importants auprès de grandes entreprises. Comment les entreprises autochtones peuvent-elles établir des relations solides entre elles, mais aussi avec des partenaires non autochtones, afin justement de renforcer ces capacités? Eh bien, oui, il y a des débouchés dans des zones géographiques. Par exemple, en Saskatchewan, il y a des groupes de corporations de développement individuel qui sont en train de fusionner. Même ici, dans le Canada atlantique, on voit ce genre de débouchés. Il y a plusieurs avantages ces partenariats avec des entreprises autochtones et non autochtones. Cela va renforcer la capacité de gestion, la capacité financière et la capacité sur le marché. Ce sont en fait les points de focus qu'il faudrait viser. Plutôt que de tout faire seul, si un partenaire volontaire il pouvait établir un bon partenariat, c'est une façon de renforcer vos capacités et justement de soumissionner à des contrats plus importants. Chaque entreprise doit viser la croissance et le partenariat a donc ce genre d'avantage, mais une mise en garde. Il faut faire ses recherches, sa diligence, vérifier. Il faut savoir avec qui vous allez faire affaire. Et pour les entreprises non autochtones, il y a beaucoup de loyauté en travaillant avec une entreprise autochtone dans le cadre d'un bon partenariat. Mais les partenariats sont fondés sur les 2 ou 3 ou 5 partenaires qui contribuent chacun au partenariat. Peut-être en capacité en main-d'œuvre, en capacité financière, mais chaque partenaire doit reconnaître sa part dans le processus et la communication doit être ouverte. Mais le partenariat vous permet de vous mettre à l'échelle et renforcer vos capacités. Donc, il y a des avantages, mais mise en garde, encore une fois, faites vos recherches. Diligence. Très bon point, Paul. Merci. Philippe, pourquoi ne pas nous concentrer sur la diversité des fournisseurs pendant quelques instants? Tout d'abord, pouvez-vous décrire ce que signifie l'expression diversité des fournisseurs? Surtout, en quoi les programmes de diversité des fournisseurs diffèrent-ils des programmes d'approvisionnement autochtones? Bon, c'est peut-être un peu délicat. Il y a différentes définitions de cette diversité des fournisseurs. Il s'agit d'une stratégie qui assure la diversité dans l'approvisionnement des biens et des services de toute organisation. Donc, il s'agit d'une chaîne d'approvisionnement qui intègre les entreprises qui sont la propriété de deux personnes différentes. C'est assez courant aux États-Unis. De l'élan dans les années 70. Aux États-Unis, il y a à peu près 16 catégories qui sont utilisées pour identifier la diversité des fournisseurs ou des entreprises plutôt. Mais ici au Canada, comme en vertu de la Constitution, nous, en tant que peuples autochtones, nous devons affirmer nos droits et veiller à ce que nous soyons inclus dans ces programmes. Parce que lorsqu'on est inclus dans ce genre d'approvisionnement social, ce qui est similaire à la diversité des fournisseurs, nous sommes exclus et nous n'avons pas ce genre de possibilité. Si vous regardez les corporations, ils ont un programme de diversité des fournisseurs, mais ils ont aussi un programme d'approvisionnement autochtone. Et c'est ce que nous devons conserver. Nous devons continuer à inviter les entreprises à reconnaître nos droits et travailler avec les entreprises autochtones. Si on regarde la conciliation économique et la
commission La Vérité et Réconciliation, les peuples autochtones doivent être reconnus, nous devons être respectés. Si on est regroupé avec d'autres groupes qui ne sont pas reconnus fédéral, ça va être très difficile. Si vous regardez le gouvernement fédéral, ils ont de l'approvisionnement social et des cibles pour les femmes entrepreneurs. Ça, c'est un programme distinct. La diversité des fournisseurs, c'est bien. Moi, j'ai travaillé dans ce domaine par le passé et il y a un mouvement solide dans ce sens. Mais en tant que peuple autochtone, nous devons veiller à ce que nous soyons respectés et reconnus. L'approvisionnement autochtone, c'est ce qui est nécessaire pour accroître les débouchés pour nos entreprises. Oui, c'est un petit peu délicat, mais c'est un point très important. C'est une question importante qui doit être mise en avant. Alors, mettons que je suis un responsable d'approvisionnement dans une grande corporation. Comment puis-je trouver des fournisseurs autochtones? Je vous remercie de la question. C'est une bonne promotion pour notre marque de commerce et notre conseil. Nous avons 114 corporations qui sont membres du conseil. Nous avons créé un marché qui est ouvert à nos entreprises autochtones certifiées et nos champions de l'approvisionnement autochtone. Alors, sur notre marché, toutes les entreprises certifiées ont la capacité de créer un profil sur leur capacité, portée géographique et activité. Et à l'inverse, toute personne qui s'inscrit à titre de champion plutôt, doit nous donner donc une personne ressource au sein de l'organisation pour l'approvisionnement autochtone. Lorsque vous cherchez à percer une nouvelle entreprise pour des possibilités d'approvisionnement, c'est difficile. Habituellement, vous allez consulter un site web, ça va être comme abc.com et il n'y a pas d'autres renseignements. Travaillons avec nous et changement d'approvisionnement, nous essayons d'appliquer ce dialogue. Donc, il faut aussi qu'ils sachent qu'il n'y a pas de débouchés en ce moment, par exemple. Donc, il n'y aura pas toujours à avoir des possibilités. Ceci dit, nous voulons veiller à ce qu'on examine l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement qui cherche à acheter auprès des entreprises autochtones. Plus de 50% de nos entreprises sont urbaines. Alors, si on cherche à réaliser un projet, ce n'est pas vraiment de la promotion de l'approvisionnement autochtone. Nous examinons l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Il y a des entreprises qui peuvent tout faire. Jason, je suis ravie qu'il soit avec nous aujourd'hui parce qu'il travaille dans tant de secteurs où il peut justement offrir des biens et des services. Alors, il y a d'autres organisations aussi, il y a des chambres. Paul Langdon, par exemple, dans le Canada Atlantique, tout le monde le connaît. Et c'est comment le contacter s'il cherche des entreprises autochtones. Alors, travailler avec les différentes associations et aider à connaître les entreprises locales dans votre communauté. Bon, il y a des organisations partout au Canada. Il y a des corporations de développement économique, des chambres de commerce locales et évidemment, conseils. Ce sont d'excellents endroits pour commencer ces recherches. Alors, Paul, sur ce sujet, pouvez-vous nous parler? Bon, je suis sûre que vous appréciez la promotion par Paul, mais pourriez-vous nous parler de la manière dont l'Unweg Development Group crée des liens entre les entreprises autochtones et non autochtones? Et peut-être, vous pouvez nous donner un exemple de ce à quoi ressemble une relation réussie. Oui, merci Philippe de cette belle promotion. Et oui, on me connaît dans le Canada Atlantique depuis que j'ai déménagé puis la Saskatchewan. Mais nous avons investi des efforts. Nous avons décidé de renforcer nos capacités. Et pour ce faire, il faut être connu dans ces écosystèmes non autochtones. Alors, nous avons contacté plein de gens et nous avons vu les secteurs où il y a des débouchés, donc les océans, le tourisme autochtone, l'agriculture. Et
Côté approvisionnement, nous avons été très actifs. Aussi l'association l'aérospatiale et aussi le Conseil de développement économique dans l'Atlantique. Mm, avait aussi Cove comme partenaire à Halifax. Nous sommes proactifs aussi avec le super grappe des océans. Donc, cela nous a permis de rencontrer des gens de manière informelle et formelle, en prenant un café ou un repas. On parlait aux gens pour leur dire qu'il y a des entreprises autochtones qui veulent participer. On les encourage aussi à venir à nos événements, comme nous encourageons nos entrepreneurs à venir et participer. On les aide à participer aussi auprès de la Chambre de commerce et aussi des événements organisés par la Banque du Canada et le Conseil économique du Canada Atlantique, etc. Mon rôle à titre stratégique est d'établir des liens pour servir d'intermédiaire entre les deux côtés et à mieux gérer les attentes, que ce soit du côté autochtone comme non autochtone. Une fois que les deux côtés commencent à dialoguer, on peut se mettre en retrait. Les relations se développent ainsi. C'est ce qu'on a pu voir dans le secteur de l'hydrogène qui suscite un grand intérêt. Nous parvenons à faire participer nos entreprises à ce secteur. Ce sont le genre de choses que nous voyons tout le temps. Donc, c'est pour établir des liens au Canada Atlantique. Je peux être utile, mais c'est vrai aussi partout au Canada. Il y a les chambres de commerce, il y a aussi des institutions financières autochtones qui ont des organisations sœurs. En Saskatchewan, des fondations de financement, par exemple la Société de financement autochtone de l'Alberta. Ces organisations se trouvent partout au pays, donc n'hésitez pas à les contacter pour solliciter leur aide. C'est un groupe très ouvert qui se fera un plaisir de vous aider. Il faut faire la démarche, aller chercher ces liens et entamer le dialogue. D'excellents conseils, Paul. Je tiens à signaler aussi que bon nombre de ces organisations sont indiquées dans le document qui est disponible dans la console du webinaire. Alors n'hésitez pas à les télécharger et à les consulter. Philippe, regardons les choses de l'autre côté de la relation. Comment les entreprises autochtones peuvent-elles trouver des occasions d'approvisionnement? Pouvez-vous énumérer certaines choses qu'elles peuvent faire, par exemple les sites à consulter, des possibilités de réseautage, des événements auxquels participer? J'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Je pense que l'une des premières étapes pour les entreprises autochtones serait de voir où elles s'intègrent dans la chaîne d'approvisionnement, quelle est leur place, et déterminer qui pourrait être leur partenaire d'affaires d'un point de vue réaliste. Bon nombre d'entreprises veulent s'adresser à de grandes sociétés. Peut-être que votre entreprise ne correspond pas à ce profil. Alors, je pense qu'il convient de déterminer où on se trouve dans la chaîne d'approvisionnement. Il y a des grandes sociétés, des plus petites. Moi, j'encourage les sociétés autochtones à faire affaire avec d'autres sociétés autochtones. Donc, si vous êtes une société plus petite, à l'échelon local, eh bien, consultez les sociétés de votre région. Au sein du CCCA, nous avons un marché pour l'approvisionnement autochtone qui permet de trouver toutes sortes de débouchés au sein de notre organisation. Nous avons aussi toutes sortes de programmes et plateformes d'approvisionnement, mais comme Jason l'a dit plus tôt, cela peut aussi être un obstacle à l'entrée, surtout s'il y a des frais. Si vous voulez, par exemple, participer à un appel d'offres, il faut payer des frais. Donc, on ne peut le faire qu'un certain nombre de fois avant de se rendre compte que ce n'est pas forcément rentable. Donc, il faut faire du réseautage, entrer en contact. Même un truc très simple comme LinkedIn peut servir d'outil très intéressant pour vous présenter et faire connaître vos services. Dans le milieu autochtone, nous sommes toujours en train de nous faire connaître. Et c'est quelque chose dont nous sommes très fiers, de même que Jason, c'est que nous essayons constamment de nous aider mutuellement. Donc, si on part là quelqu'un et qu'on ne peut pas aider, on peut connaître quelqu'un, par contre, qui sera susceptible d'aider cette autre personne. C'est une excellente façon de faire connaître ce que font d'autres partenaires et trouver ainsi des débouchés et des occasions. Nous collaborons aussi avec le fédéral et le système d'approvisionnement fédéral. Il y a tout un tas de façons
d'entrer dans le répertoire fédéral pour pouvoir promouvoir les produits et les services que vous vendez. Mais tout ce que nous faisons au Conseil canadien du commerce autochtone, c'est de mettre en contact les entreprises autochtones, leur permettre de trouver des débouchés. Et le simple fait que vous êtes une société qui fonctionne bien dans un certain domaine, ça ne veut pas forcément dire que vous aurez le contrat d'approvisionnement. Il faut aussi être combatif et être concurrentiel. Donc, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire, mais encore, c'est le réseautage, participer à des événements comme celui-ci. Et je pense que les gens sont maintenant en mesure de communiquer davantage. Alors, n'hésitez pas à contacter nous trois, l'un de nous trois, au cours de ce webinaire. Par la suite, nous pourrons certainement vous venir en aide. Excellente suggestion. Une bonne part du travail que je fais avec moi et mes collègues à EDC, c'est justement d'établir ces liens. Donc, je crois qu'il ne faut pas hésiter à profiter de ces occasions, de bénéficier de ces services que nous offrons. Bon, nous commençons à approcher de la fin, mais quel conseil donneriez-vous aux entreprises autochtones pour ce qui est de profiter d'occasions d'approvisionnement? Quels seraient vos conseils pour ce qui est du temps et des efforts qu'elles doivent consacrer et de la rentabilité de leur investissement de temps? Il faut avoir un bon plan et de bonnes procédures en place. Ça, c'est garant, de la rentabilité des efforts consacrés. Mais il y a 2 aspects. Il y a l'approvisionnement public avec le gouvernement fédéral qui est une créature complètement différente. L'approvisionnement dans le secteur privé, les choses vont beaucoup plus vite, les décisions sont prises beaucoup plus rapidement, les gestionnaires de projets ont beaucoup plus d'autonomie pour prendre des décisions et livrer la marchandise. La plupart des grands projets au Canada atlantique voient qu'ils veulent participer et se réengager avec le milieu autochtone. Donc, ils arrivent bien préparés pour entrer en contact avec des entrepreneurs clés, ce qui donne des résultats. Des contrats d'approvisionnement ont été octroyés dans des délais de 24 heures. Maintenant, si vous êtes dans la chaîne d'approvisionnement fédérale, je peux vous dire que ça va prendre plus que 24 heures. Mais à long terme, ce sont des occasions qui peuvent être peut-être plus intéressantes. J'imagine qu'il y a des avantages considérables pour l'entrepreneur qui veut se prévaloir de ces possibilités. Si on mélange les deux, le fédéral et ses exigences de chaîne d'approvisionnement a de nombreux avantages et il est très avantageux pour que le privé entre en contact avec ce système d'approvisionnement fédéral. Il y a un effet multiplicateur indéniable. On sait que c'est le secteur privé. Le secteur privé sait qu'il y a de la rentabilité, sinon il ne serait pas là. Donc, cela représente énormément d'occasions, mais il faut s'y préparer. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça se fasse du jour au lendemain. Cela suppose énormément d'efforts. Vous pouvez livrer votre produit, votre service. Il y aura un acheteur qui cherche à se le procurer là-bas. Pour reprendre ce que Paul a dit, pouvez-vous nous donner des tuyaux sur la façon de cerner ces relations stratégiques et pour ce qui est de renforcer ces liens? Ben, c'est sûr que ça exige beaucoup de travail, comme Phil l'a mentionné plus tôt. On a un stéréotype selon lequel une entreprise qui fait affaire avec une autre entreprise va devoir payer plus cher, mais ce n'est pas forcément le cas. Moi, je ne pourrais pas me permettre de gérer une entreprise en payant plus cher que tout le monde. Donc, nous sommes confrontés à des défis comme fournisseurs autochtones. Malheureusement, il y a des défis, mais obtenir une tarification avantageuse, équitable est difficile. Ça nous permet d'être concurrentiels. Vous pouvez avoir l'assurance que moi aussi, je souhaite être concurrentiel, mais c'est difficile parce que moi, j'aimerais bien obtenir la même tarification que de plus grands fournisseurs. Lorsque ceux qui déterminent les tarifs décident de la donne, c'est sûr que ça rend les choses plus difficiles. Et c'est sûr qu'il y a des entreprises qui bénéficient de tarifs plus avantageux, ce qui nous exclut. Donc, il s'agit d'éliminer ce type d'obstacle
qui s'imposent à nous. Je discutais avec de mes clients qui me demandaient de la rétroaction et lorsqu'ils me demandent comment ils peuvent améliorer les choses, moi je les invite à aller consulter leurs fournisseurs pour obtenir pour leurs fournisseurs autochtones de meilleurs tarifs. L'un de mes clients veulent que j'ouvre un dépôt dans le sud de l'Ontario, dans la région du Grand Toronto. Il faudrait que je bâtisse ce dépôt dans une Première Nation, créer de l'emploi. Je ne sais pas combien d'autres entreprises proposent ce concept, donc je comprends que c'est une proposition intéressante. C'est sûr qu'il y a une culpabilité, il y a énormément d'atrocités qui ont été commises envers notre peuple et il y a toujours un legs et des séquelles qui y sont associées. Mais moi, je cherche à faire participer les membres des Premières Nations, les Autochtones, à nos projets dès que j'en ai l'occasion. Et je n'hésite pas non plus à faire savoir notre réalité. Les gens ne veulent plus vivre dans la pauvreté, ils ne veulent plus être exclus. Moi, je suis toujours un enfant d'une réserve, ce sera toujours le cas, et cela me suit tout le temps. Mais ce qui est important, surtout, c'est de jouer sur un pied d'égalité et d'égaliser les règles du jeu pour toutes les entreprises, y compris les entreprises autochtones. C'est sûr qu'il y aura de plus en plus d'entreprises autochtones, notamment grâce au travail du CCCA. Je suis le membre fondateur de l'association commerciale Anishinaabe, notamment. Je suis impliqué dans diverses organisations commerciales autochtones. Mais ce qu'il ressort de tout ça, c'est que nous devons participer, nous devons nous retrousser les manches, nous devons trouver des alliés là où ils sont. C'est un travail que j'adore faire et qui me passionne énormément et je veux travailler avec des personnes intéressantes. Je pense que j'ai dépassé un petit peu les limites de votre question. Oui, effectivement, c'est extrêmement important pour les communautés de s'entraider et c'est un petit peu ce que je fais chez AEDC. Je tente justement d'appuyer ces initiatives et cette dynamique. Il est certain que je devrais aller dans le nord avec vous pour proposer certains projets. Dernière petite question pour Jason. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui nous arrivent. Je ne pense pas qu'on sera en mesure de répondre à toutes celles-ci. Pour ce qui est de trouver des occasions à l'extérieur du Canada, vous cherchez à élargir votre offre, notamment et vos affaires aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de votre vécu à ce sujet? C'est pour moi cette question? Oui, allez-y. Oui, nous cherchons certainement à tourner nos activités vers le marché américain. En tant qu'Autochtones, nous pouvons profiter de ce débouché. Nous sommes dans une zone de libre-échange. Nous devons mettre à profit les accords de libre-échange dont nous bénéficions. Il y a énormément de débouchés, la loi a changé et cela facilite la donne pour les entreprises autochtones au Canada comme aux États-Unis. Nous pouvons collaborer avec d'excellentes entreprises qui font affaire en Europe, en Asie, euh, ou aussi tout simplement pour établir un dialogue, pour s'en inspirer, pour discuter de responsabilité sociale, qui est aussi très importante. C'est un sujet qui ressort constamment lorsque nous communiquons avec les chefs. Il y a aussi tout l'aspect du changement climatique dans le Grand Nord. Ça a des effets dévastateurs sur les chaînes d'approvisionnement et autres. Donc, la responsabilité sociale est un aspect énorme et représente une occasion pour les entreprises de chercher à inclure les entreprises et d'axer leurs activités sur l'aspect responsabilité sociale. Au Canada et aux États-Unis, on s'intéresse énormément à l'inclusion, notamment des groupes autochtones, mais cela représente une occasion de taille. Cela permet à différents intervenants de participer. Nous tentons d'être axés sur le commerce, les affaires.
C'est la raison pour laquelle sur ma plaque d'immatriculation de mon véhicule, on peut lire BizDish. Excellent, je pense qu'il va falloir maintenant chercher à répondre aux questions qui nous ont été posées. Quelqu'un nous a fait un commentaire, pardon, une question. Au sein de chaque secteur, il semble y avoir des champions d'entreprises de toute taille qui ont d'excellents programmes d'approvisionnement, comme par exemple Suncor, Nutrien et d'autres entreprises comme ça. Comment mettre à profit l'existence de ces champions? Comment entrer en contact avec ces champions, apprendre de leur réussite pour éclairer nos affaires? Parce que je pense que ce sont de bons exemples d'approvisionnement réussi. Excellente question ici. On fait référence aux grandes entreprises et aux grands projets. Les petites entreprises non autochtones de 15 millions de dollars de recettes pour intéresser des partenaires autochtones. Nous, on est dans le secteur des fruits de mer. Alors moi, je pense qu'il y a des opportunités dans tous les secteurs, mais peut-être qu'on devrait se tourner vers Philippe pour répondre à cette question. Y a-t-il une place pour les petites entreprises pour l'approvisionnement autochtone? Absolument, quelle que soit la taille de l'entreprise, celles-ci cherchent toujours à acheter parce qu'elles vendent des services ou des biens, et cela est le cas dans tous les secteurs. Comme Jason l'a indiqué tout à l'heure, s'il faut acheter des stylos et des fournitures de bureau, il y a des entreprises autochtones qui peuvent les fournir. Nos entreprises autochtones cherchent à trouver des fournisseurs qui correspondent à leurs besoins. Alors peut-être qu'il y a d'excellentes opportunités à ce niveau-là. On parlait de Suncor tout à l'heure. Suncor est l'un des grands chefs de file en matière d'approvisionnement autochtone. Mais comme Jason l'a dit, il faut faire attention au prix, parce que si vous voulez baser vos critères de sélection uniquement sur le prix, il va être difficile de faire affaire avec une entreprise autochtone, parce que ce sont souvent des entreprises de plus petite taille qui ne sont pas en mesure d'offrir des tarifs aussi concurrentiels. Mais cela permet maintenant à ces entreprises d'être concurrentielles et d'offrir des tarifs plus intéressants. Donc, comme on le dit, une entreprise qui fait des recettes de 15 millions de dollars a tout à fait sa place. Cette entreprise va devoir s'approvisionner, acheter du matériel et peut se tourner vers des entreprises autochtones. Donc, que ce soit pour un site web, la création de sites web, de matériel informatique et autres, entrez en contact avec nous. Je tiens à soulever, à profiter de l'occasion pour féliciter Tabitha Bohr, qui a reçu le prix de PDG de l'année de la Chambre de commerce. Je pense que cela témoigne de l'excellent travail qu'elle fait. C'est un privilège de travailler avec elle. Et je pense que le personnel partage bien mon point de vue. Alors, c'était un petit aparté, mais je tenais à le dire. Excellent, c'est une excellente nouvelle. Comme vous le savez, à EDC, nous avons d'excellentes relations de travail avec le CCCA et le travail que Tabata a pu accomplir jusqu'à maintenant s'est révélé extrêmement utile. Nous en avons appris énormément, donc félicitations à Tabata et son excellent travail. J'ai une autre question ici. Je pense qu'on a déjà abordé cet aspect, mais je pense qu'on pourrait en parler un petit peu plus. Alors peut-être que Jason pourrait y répondre en premier, parce qu'on en a parlé auparavant. Lorsqu'il était question des obstacles et des défis pour ce qui est des contrats publics et privés. Jason, on a parlé de ça tout à l'heure et vous nous avez dit que parfois, lorsque vous voulez soumissionner dans le cadre d'un appel d'offres, comparativement à des grandes entreprises, il y a une complexité associée à cette procédure. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des défis que cela représente et de votre expérience à ce chapitre? Oui, effectivement, c'est difficile pour être bien honnête. Nous ne La plupart du temps, les entreprises ont une composante autochtone. Je fais souvent cette analogie. Si on doit courir un marathon et qu'on a une entreprise, on s'identifie comme une entreprise autochtone et d'un seul coup, c'est comme si ça faisait un détour dans notre marathon. On vient de rajouter plusieurs kilomètres.
dans les équipes de relations d'affaires autochtones pour ce qui est des bons d'achat et de l'émission de contrats. C'est sûr qu'il y a une couche supplémentaire de paperasse qui nous nuit et c'est sûr que ça représente un défi considérable que d'autres entreprises n'ont pas à assumer. Ce qui peut être mesuré peut être réalisé. Si vous ne parvenez pas à mesurer quelque chose, ça ne peut pas être fait. C'est malheureux, mais c'est comme ça et c'est la réalité. Si les gens prennent des résolutions du Nouvel An et qu'ils ne sont pas en mesure de mesurer leur réalisation, ils n'arriveront probablement pas à les concrétiser. Et là encore, ça nuit aux affaires parce que les promesses non tenues sont très néfastes. Je me suis déjà retrouvé dans des situations où des entreprises mettaient en place des systèmes, des cibles d'approvisionnement irréalistes pour embaucher des autochtones, se fournir auprès d'entreprises autochtones. Et lorsqu'on les contacte pour leur mettre sous le nez, elles nous disent qu'elles n'ont pas fait de promesses et qu'elles n'ont qu'elles n'ont pas d'engagement à respecter à ce chapitre. Mais je pense qu'il ne faut pas faire la promotion d'un projet visant l'inclusion sans être en mesure de livrer la marchandise derrière et sans être en mesure de la tenir. Il y a beaucoup d'entreprises qui font ça parce que c'est beau sur le papier, mais en réalité, elles ne le font pas. Donc, si vous dites quelque chose, faites-le. Et si vous voulez faire quelque chose, au moins essayez-le. C'est pas si difficile que ça, mais c'est tout un processus qui vise à simplifier davantage les choses. J'aime pas trop m'en prendre au gouvernement, mais je vais le faire. Le gouvernement provincial de l'Ontario n'a même pas de stratégie d'approvisionnement autochtone. Pour ce qui est des petites entreprises, je pense que les petites entreprises et les entreprises autochtones ont plus en commun que les grandes entreprises et d'où la nécessité de collaborer. Donc, je pense que je vous invite à vous joindre à différentes organisations pour entrer en contact avec les entreprises autochtones, notamment les chambres de commerce, qui sont un excellent réseau. Donc, tout à l'heure, on a félicité Tabata et je tiens à me joindre à mes collègues pour la féliciter de son excellent travail. Paul, nous avons des questions bien précises portant sur certains secteurs précis, notamment les technologies, les industries maritimes et des ressources halieutiques. Comment trouver du soutien pour les fournisseurs et pour établir des partenariats au Canada Atlantique, mais ailleurs aussi. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner à ce chapitre? Pour ce qui est de l'industrie des fruits de mer, nous avons eu des pourparlers avec des petites entreprises non autochtones qui veulent établir des partenariats avec des entreprises autochtones et ça présente de nombreux avantages. Les entreprises qui arrivent au Canada Atlantique et qui veulent participer à ce secteur auraient tout intérêt à entrer en contact avec moi. Il est certain que je pourrais fournir une liste d'entreprises autochtones locales. C'est quelque chose que je suis tout à fait prêt à faire, de même que faciliter un dialogue. Sur le plan national, c'est pareil. Si vous ne trouvez personne, la CCCA a une liste de ressources et de personnes ressources exhaustive. Entrez en contact avec moi et nous ferons ce qu'il faut pour vous mettre en contact avec les bonnes entreprises. Ce qui est important, c'est qu'il faut entamer le dialogue. Dans le secteur privé, les associations des pêches, les associations touristiques, etc., ont toutes leur façon bien à elles d'établir des liens. Et nous sommes en lien avec toutes ces organisations sectorielles. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Excellent. Une question simple ici pour vous, Philippe. Est-ce que le programme d'entreprise autochtone certifiée du CCCA est reconnu par le gouvernement? Bon, le gouvernement a son registre d'entreprises autochtones en ce moment, mais l'un des premiers appels d'offres qui a été émis après la COVID, c'était pour des masques et
On demandait aux entreprises si elles étaient certifiées par le CCCA ou si elles faisaient partie du répertoire des entreprises autochtones. Donc, nous collaborons étroitement avec le gouvernement, mais il y a tout un tas d'entreprises qui cherchent à établir une telle liste avec le gouvernement fédéral. C'est une initiative menée par les Autochtones et non par le gouvernement fédéral. Donc, on reconnaît nos programmes, mais nous, ensuite, nous les dirigeons vers le répertoire des entreprises autochtones. Donc, nous collaborons avec elles si elles sont certifiées, mais pas exclusivement. S'il y a un accord relatif à un traité moderne, il y a aussi des possibilités de partenariat. Donc, il y a différentes façons pour le fédéral de reconnaître des entreprises comme entreprises autochtones. Excellent. Merci beaucoup. Il y a aussi une question sur les débouchés à l'extérieur du Canada. En tant qu'entreprise canadienne, j'ai une filiale en Afrique occidentale. Y a-t-il une façon de représenter les fournisseurs autochtones dans ce marché? Alors, avant de céder la parole à nos experts, je vais dire que ce que nous tentons de faire à EDC, c'est d'établir ces liens justement constamment. Souvent, nous collaborons avec de grands partenaires, de grandes entreprises qui ont des chaînes d'approvisionnement établies au Canada, mais aussi qui soumissionnent à des appels d'offres à l'extérieur du Canada. Donc, il est clair qu'il y a des occasions de faire intervenir ces fournisseurs autochtones dans ces appels d'offres. Alors, si nos intervenants ont quoi que ce soit à dire à ce sujet, bah, sinon, on a plein de questions ici. Moi, je vais répondre à cette question. Nous avons créé notre image de marque, de guerrier des fournitures. Mais du point de vue autochtone, ce n'est pas l'agresseur, c'est plutôt le protecteur. C'est important pour nous, cette image de marque. Les 4 couleurs de la roue de médecine sont représentées. Nous voulons être inclusifs. Si nous sommes s'il y a un peuple inclusif, c'est bien nous, car nous avons accueilli les Européens. Donc, si quelqu'un veut discuter de partenariat avec notre entreprise, eh bien, nous y sommes entièrement ouverts et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut établir de partenariats, renforcer les capacités. Nous voulons cultiver notre image de marque. Peut-être qu'il faudrait garder un œil sur l'heure. Une dernière question, peut-être? Y a-t-il une désignation pour les produits alimentaires fabriqués par des entrepreneurs autochtones ou membres des Premières Nations? C'est quelque chose que l'on voit souvent, n'est-ce pas? Une image de marque autochtone. Je pense que c'est une excellente question, mais je pense aussi que ça s'applique à d'autres secteurs. Alors, Paul ou Philippe, peut-être que vous pourriez consacrer 1 minute à répondre à cette question pour ce qui est de la création de cette image de marque. De notre point de vue, nous collaborons avec des Premières Nations qui cherchent à commercialiser leurs produits à l'international, qui veulent établir une bonne image de marque, un bon nom pour s'identifier comme entreprise autochtone et comme qui vend des produits autochtones. C'est donc une démarche très importante, comme toute autre décision d'affaires. Lorsqu'on détermine son image de marque, il faut être sûr de pouvoir représenter la culture de l'entreprise et de l'exporter à l'international. Les marchés internationaux sont très réceptifs et très ouverts aux produits et aux entreprises autochtones. C'est un défi, mais c'est un défi qu'il est tout à fait possible de relever. Je sais que Philippe et ses entreprises sont confrontés aux mêmes défis. Effectivement, c'est quelque chose qu'il vaut la peine d'envisager. Par le passé, c'était de l'art autochtone qui était certifié par un organisme canadien qui visait à commercialiser ces biens sur le marché international. Pour ce qui est du secteur alimentaire, les choses sont semblables. Moi, je pense que ça va prendre de l'ampleur parce qu'en tant qu'entreprise autochtone, nous voulons assurer l'authenticité de nos produits. Nous ne voulons pas qu'un label
autochtones. Donc, nous avons une excellente équipe de recherche et de grandes capacités à ce chapitre. Donc, c'est quelque chose qui sera de plus en plus important à l'avenir. Et c'est ce que les gens veulent avec leur certification d'entreprise autochtone pour avoir un produit autochtone et authentique. Excellent. Je pense que c'est tout pour le temps qui nous est imparti. Nous avons reçu beaucoup de questions pour ce qui est de trouver des sources. Nous avons beaucoup de questions pour ce qui est de trouver des sources de partenariat. Alors, je vous invite à consulter l'un des documents que nous avons affichés dans la console. N'hésitez pas à contacter mes collègues et moi-même pour obtenir davantage de renseignements. C'est donc tout le temps que nous avons devant nous. J'espère que vous avez apprécié cet échange. Je tiens à remercier une fois encore nos excellents experts, de même que notre auditoire. Nous vous enverrons un sondage demain matin, que vous nous fassiez part de votre rétroaction sur ce programme. Nous apprécierions beaucoup avoir votre opinion afin d'améliorer les prochains webinaires. Notre prochain webinaire se penchera sur les entreprises dirigées par des femmes sur la scène internationale. Ce sera le 17 novembre, alors j'espère de tout cœur que vous vous joindrez à nous. Entre-temps, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter au 1-800-229-0575 pour parler à l'un de nos conseillers commerciaux à EDC. Vous pouvez aussi consulter notre site web. Donc, à la prochaine. Profitez bien du reste de votre journée. Merci à tous.